Bienvenue dans Smart Bourse, votre émission quotidienne sur Smart for Change pour rester à l'écoute des marchés chaque jour, du lundi au vendredi à 17h. Si vous nous suivez en direct à la télévision via vos box, émission que vous retrouvez chaque soir en replay sur bismart.fr ou encore en podcast à l'heure qu'il vous plaira sur l'ensemble de vos plateformes préférées. Au sommaire de cette édition ce soir, un mot de ce Merger Monday avec l'annonce d'UniCredit qui est en train de se positionner comme étant une des grandes banques européennes consolidatrice du secteur. C'est l'annonce de ce matin. UniCredit a lancé une offre publique d'échange précisément sur une autre banque italienne, Banco BPM, pour un montant total qui valorise Banco BPM autour de 10 milliards d'euros. L'idée est de créer le troisième établissement de prêt en Europe, UniCredit, qui est également à l'offensive, on le rappelle, sur la banque allemande Commerzbank. Le patron d'UniCredit, le grand patron d'UniCredit, Andrea Orcel, qui a d'ailleurs commenté l'opération sur Banco BPM ce matin, a tout de suite précisé que cette opération n'aurait aucune conséquence et aucun impact sur la gestion du dossier de Commerzbank. Je vous rappelle les préceptes qui avaient été dictés par Andrea Orcel à l'occasion de la prise de participation d'UniCredit chez Commerzbank. Il peut s'agir à la fois d'une participation financière ou d'une participation évidemment plus constructive qui pourrait amener un jour à une opération sur la totalité du capital de Commerzbank. Sujet hautement politique bien sûr entre la banque italienne et la banque allemande. On notera que le titre UniCredit est plutôt en repli aujourd'hui. Vous aurez tous les détails dans un instant avec Pauline Gratel. L'autre événement du jour, c'est la nomination du secrétaire du Trésor américain qui est donc Scott Bessent. En l'occurrence, ça faisait partie des noms qui circulaient avec insistance depuis plusieurs jours, voire plusieurs semaines maintenant. Le gérant de hedge fund sera donc installé comme ministre des Finances de l'administration Trump à partir du 20 janvier prochain. L'homme semble avoir déjà bien réfléchi à son programme. Il a pu évoquer d'ailleurs précédemment dans la presse cette règle des 3-3, les 3 flèches de Scott Bessent, reprenant ainsi le parallèle qu'on a pu avoir avec les Abenomics de Shinzo Abe au Japon. 3% de déficit, il va donc falloir réduire la voilure de ce point de vue-là, ou en tout cas trouver des sources d'économies importantes dans les budgets fédéraux, pousser la croissance américaine à 3%, et le dernier 3 étant relatif à la production de pétrole aux États-Unis, puisque Scott Bessent vise une augmentation de 3 millions de barils par jour de la production de pétrole aux États-Unis. Les marchés accueillent la venue de Scott Bessent avec un peu de soulagement, on doit le dire. Les tensions qu'on avait vues apparaître et même s'exacerber sur le dollar et sur les taux longs américains se sont un petit peu réduites aujourd'hui. Là aussi, vous aurez le détail de ces mouvements de marché dans un instant avec Pauline Gratel. Discussion avec nos invités de Planète Marché sur ces sujets, bien sûr, et ce que peut représenter la nomination de Scott Bessent au Trésor américain. Et puis, dans le dernier quart d'heure de Smart Bourse, comme chaque lundi, le quart d'heure américain, nous reviendrons sur la nomination de Scott Bessent et puis sur la nomination également ce week-end de la secrétaire au travail de Donald Trump. Et c'est Pierre-Yves Dugas qui nous racontera tout de ces dernières nominations. Il sera avec nous en visioconférence à partir de 17h45. Tendance, mon ami, chaque soir en ouverture de Smart Bourse, les infos clés du jour sur les marchés, et c'est avec Pauline Gratel. Bonsoir Pauline. Bonsoir. C'est donc l'événement du week-end, les dernières nominations de Donald Trump pour sa future administration, et Scott Bessent qui est donc en charge désormais, et qui sera en charge du poste du Trésor américain. Oui, ce choix jugé conventionnel rassure les marchés. Le milliardaire américain a créé sa propre société d'investissement, Key Square Group, spécialisée dans la gestion alternative globale macro. Scott Bessent a déjà travaillé son sujet en affichant comme objectif la règle des 3-3-3, réduire le déficit à 3% du PIB, pousser la croissance à 3% et augmenter de 3 millions de barils par jour la production de pétrole aux États-Unis. Bon, après cette nomination particulièrement attendue, on a vu les rendements obligataires américains notamment se détendre un peu. Oui, le rendement à 10 ans américain recule de plus de 10 points de base à moins de 4,30%. On constate ainsi une inversion de la courbe américaine puisque le rendement de l'obligation à 2 ans est légèrement passé au-dessus de celui à 10 ans. Côté devise, le dollar se détend un peu après un rallye de plus de 7% depuis fin septembre. Qu'en est-il des mouvements sur les marchés obligataires en Europe, Pauline ? Le taux allemand à 10 ans se détend lui aussi autour de 2,20%. On notera par ailleurs que le spread entre la France et l'Allemagne
Allemagne se tend au-delà de 80 points de base, avec une semaine politique cruciale devant nous pour le gouvernement de Michel Barnier et pour le budget français. Du côté des indices actions, comment entame-t-on la semaine ? Les bourses européennes évoluent en hausse aujourd'hui. Le CAC 40 qui a démarré sa séance dans le vert est finalement proche de l'équilibre cet après-midi. Côté US, les grands indices ouvrent dans le vert. Dans l'actualité des entreprises, je le disais en titre, UniCredit se positionne comme une des grandes banques consolidatrices du secteur bancaire en Europe et lance une offre publique d'échange sur une de ses consoeurs italiennes, la banque Banco BPM. Oui, l'opération évaluée à plus de 10 milliards d'euros vise à renforcer le positionnement concurrentiel d'UniCredit sur ce marché. L'OPE concerne toutes les actions ordinaires de Banco BPM, mais reste conditionnée par l'obtention des autorisations réglementaires. Le titre UniCredit recule de 4%, celui de Banco BPM est en hausse de 2%. Un mot de l'actualité du dossier Atos également, qui est en négociation avec l'État français. Oui, ces négociations ont pour but la cession d'activités stratégiques d'Atos à l'État français. On parle notamment de supercalculateurs utilisés pour la dissuasion nucléaire. L'offre s'établit entre 500 et plus de 600 millions d'euros. L'offre prévoit que les discussions se terminent le 31 mai 2025. Le titre Atos culmine en tête du SBF 120 et gagne plus de 160%. Bon, et puis petit coup de chapeau dans un secteur, une industrie des semi-conducteurs qui est quand même relativement déprimée. Si on met de côté la fusée Nvidia, on peut noter quand même que Soitec signe aujourd'hui sa 3e séance consécutive de forte progression. Oui, l'entreprise spécialisée dans les matériaux de semi-conducteurs bondit encore de plus de 10% aujourd'hui, toujours portée par sa publication semestrielle et par la réaffirmation de ses objectifs qui avaient été salués par le marché. Enfin, le programme de demain sur les marchés pour les investisseurs, Pauline. Les investisseurs prendront connaissance de la confiance des consommateurs américains du Conference Board du mois de novembre, ainsi que des minutes de la Fed pour la réunion des 6 et 7 novembre. Pauline Gratel avec nous chaque soir en plateau en ouverture de Smart Bourse pour vous livrer les infos clés du jour sur les marchés. Deux invités avec nous ce soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Gilles Bazissière est avec nous, le président d'Equity GPS. Bonsoir Gilles. Bonsoir Grégoire. Et Vincent Chéniaud, directeur de la recherche de General Investments à nos côtés également. Bonsoir Vincent. Grégoire. Merci d'être là messieurs, ravi de vous retrouver. C'est donc un des noms qui circulait avec insistance, de plus en plus d'insistance même ces derniers jours, et le nom qu'il va falloir retenir, ce n'est pas très compliqué, Scott Bessent, le nouveau secrétaire du Trésor américain, profil de financier, bien connu des milieux financiers, j'allais dire américains et même plus généralement mondiaux, Gilles, parce que vous êtes la deuxième personne que je rencontre depuis vendredi qui me raconte qu'elle connaît Scott Bessent. Oui, Scott Bessent travaille dans l'industrie des hedge funds en l'occurrence depuis, je sais pas, peut-être 20, 25, 30 ans et un peu plus aujourd'hui. Et donc, beaucoup de ceux qui fréquentent cette industrie, qui y ont travaillé bien sûr, ont eu parfois l'occasion de le croiser. Tout à fait, c'était un de mes clients quand il travaillait chez Soros. C'est ça. À cette année. Soros qui est effectivement, alors aujourd'hui Soros a fermé son hedge fund, je crois, s'il gère l'argent de sa famille, ses enfants gèrent l'argent de la famille. Mais à l'époque, oui, il faut peut-être se souvenir de ce que c'était. Peut-être que Soros, c'était un des plus gros clients des banques d'affaires, d'investissement, des brokers un peu partout dans le monde. Oui, sans aucun doute, c'était une des références en la matière et c'était un client extrêmement exigeant, mais que tout le monde souhaitait servir pour des raisons au mieux. Ouais. Bon. Qu'est-ce que ça nous dit, Scott Bessent, secrétaire du Trésor, alors, Gilles ? Ça dit que si on fait le parallèle avec l'Europe ou la France, c'est quand même assez impressionnant, hein, le fossé qu'on observe là encore entre la vieille Europe ou la conventionnelle Europe et la moins conventionnelle Amérique. Avoir un ministère des Finances qui a fait toute sa carrière dans la finance, dans les hedge funds, en ayant lui-même créé sa boîte également. Bon, aux États-Unis, c'est pas, nous, ça nous choque, ou en tout cas ça nous paraît délirant. Mais aux États-Unis, c'est pas la première fois qu'on a un profil de secrétaire du Trésor venu de l'industrie, de chez Goldman Sachs, etc. Enfin, complètement. J'allais dire, c'est même presque une forme de tradition jusqu'à un certain stade. Mais ça tranche avec. Je trouve que ça tranche encore plus aujourd'hui avec les profils en Europe.
où on a plutôt des gens qui viennent de la haute fonction publique, hein, et qui ont une vision très, très administrative de la gestion des finances publiques, et qui ont moins une gestion managériale d'abord, parce que même une entreprise dans le domaine de l'épargne, c'est aussi une entreprise, donc il faut la créer, la gérer, d'une part, et ça veut dire gérer des hommes, gérer un consensus, gérer des opinions, donc ça c'est, les Américains savent faire. Mais c'est également avoir une compréhension assez fine des marchés. C'est important. Pour voir ce qui est possible ou ce qui n'est pas possible. Il ne s'agit pas, bien sûr, de dire que la politique économique des États-Unis... Se ferait à la corbeille ? Se fera à la corbeille, bien sûr, même si certains disent que c'est l'obsession de Trump et son KPI. J'y crois un peu, KPI numéro 1. J'y crois un peu, bien sûr. Mais il y a évidemment tellement d'autres objectifs et de contraintes qu'il faut croire que ce n'est pas le seul prisme d'action. Mais c'est important et c'est intelligent, surtout au jour d'aujourd'hui, où les marchés représentent une magnifique machine à scepticisme pour tous les acteurs des marchés, hein, que ce soit les États, les entreprises, à la fois au niveau de la dette et de l'equity, hein, des entreprises, quand il s'agit d'entreprises, bien sûr. Et donc avoir une compréhension de ce qu'il est possible de faire, de là où on peut les braquer légèrement sans que ce soit une problématique forte, et à l'inverse, là où on va dans un mur, parce que c'est pas juste les marchés, c'est juste la compréhension des mécanismes économiques, hein, au sens large. Et là, on est sûr d'avoir des gens qui ont ce savoir-faire-là. C'est ce que les Américains appellent un adulte dans la pièce, c'est ça, Vincent? Parce que c'est vrai que la réaction de marché a été très très intéressante à la suite de la nomination de Scott Bessent. Une lecture qu'on peut faire de la réaction de marché est de dire que Scott Bessent va être sans doute un garde-fou assez solide. Alors, il endosse Trump. Il a apporté, donné aux républicains. Alors, je crois qu'il a eu un passé plus démocrate que républicain, mais bon... Tout le monde change, Trump y compris. Trump a pu commencer dans le camp démocrate avant de devenir celui qu'il est aujourd'hui. Mais la lecture qu'on peut en faire de la réaction de marché est de dire que Scott Bessent va être un garde-fou quand même assez solide, qui va en tout cas permettre d'éliminer peut-être un certain nombre de risques extrêmes qui auraient pu être générés par une application un peu trop radicale ou jusqu'au boutiste de la doctrine économique de Donald Trump, Vincent? Oui, absolument. Alors en l'occurrence... Moi, je n'ai jamais pensé, même si effectivement il fallait surfer ce trade Trump, jamais pensé que Trump allait délivrer sur tous les piliers de sa politique économique, ce qu'on appelle Trumponomics, à savoir la dérégulation, qui elle est très probable, mais également des tailles sombres dans l'immigration, ce qui est plutôt inflationniste, également des baisses d'impôts qui vont avoir lieu, mais pour autant on n'aura pas forcément une politique fiscale expansive, et sur les droits de douane, sur les tarifs, où là la Chine va être clairement la cible, mais pour le reste, ce ne sera pas forcément aussi agressif qu'annoncé. Et donc effectivement, c'est un garde-fou, et on en avait déjà un en l'occurrence avec le leader du Sénat, qui n'est pas un fervent Thune, voilà. Qui n'est pas un fervent de Trump, et qui déjà quelque part constituer un garde-fou. Mais c'est vrai que Bessent nous a parlé de la règle des 3-3, en l'occurrence 3 millions de barils en plus, donc beaucoup de production. Ça, on s'en doutait avec Trump de toute façon, mais ça milite plutôt pour des prix de l'énergie plutôt plus bas. Une croissance de 3%, ça c'est très ambitieux, parce que c'est au-dessus du potentiel, et un déficit budgétaire de 3% du PIB. On vient aujourd'hui de 6,5 environ. Ça, c'est très ambitieux et probablement peu réaliste. Je rappelle que jusque dans les années 2015-2018, le déficit se situait autour de 3%, 3-4%. Aujourd'hui, on est plutôt à 6-7%. Donc effectivement, il y a du travail à faire, mais là-dedans, il y a 2 points qui viennent de la charge d'intérêt, qui a augmenté et qu'on ne peut pas baisser facilement. Mais manifestement, on l'a entendu également avec Musk,
se préparent des coupes dans les dépenses qui sont telles que la politique fiscale sera probablement moins expansionniste que certains n'auraient pu le penser. Moi, ce qui m'interpelle, et la raison pour laquelle je ne pense pas et je n'ai jamais cru que les treasuries, par exemple, iraient jusqu'à la zone des 5,5-6%, je peux avoir tort, je ne l'exclus pas. Mais vous l'avez écrit, Trump ne sera pas aussi inflationniste que ce qu'on imagine. Voilà, parce que l'inflation a été punie par les électeurs partout, de par le monde, États-Unis, Royaume-Uni, France, même au Japon. Et dans 2 ans, les républicains font face aux midterms, les élections de mi-mandat, qui en général sont pas très favorables pour le parti en place. Non. Et là, en l'occurrence, la majorité à la Chambre est très étroite. Et je pense qu'un nouveau choc inflationniste serait très pénalisant pour eux. Donc je pense que, autant sur la déréglementation, ils vont probablement y aller assez fort. D'une certaine façon également, les droits de douane sur la Chine et également moins d'immigration. Mais pour autant, je ne crois pas qu'on aura une politique fiscale très expansionniste. D'accord avec cette idée, Gilles. Autant Trump de 2016 pouvait se permettre d'être reflationniste, et c'était même peut-être bienvenu d'avoir des politiques reflationnistes à l'époque, sortant du traumatisme de ce qu'on a appelé la stagnation séculaire, et que personne n'avait vraiment envie de revoir, à commencer par les banquiers centraux à cette époque. Là, le traumatisme d'une inflation, d'un choc inflationniste, d'une perception aussi de l'opinion publique par rapport au choc inflationniste, 20% d'hausse de prix aux États-Unis, est tel que Trump ne peut pas se permettre de jouer avec cette idée de la reflation trop longtemps. Trump ou je dirais les personnes au pouvoir avec lui. Oui. Parce que Trump, de toute façon, c'est son 2e et dernier mandat. On connaît le personnage et je pense que même les gens qui sont du premier cercle, enfin en particulier du premier cercle, le connaissent très très bien. Et donc voilà, il y aura évidemment des modérateurs dans l'équipe sur le bateau, et Bessent en fait partie, parce que clairement là son fameux objectif des 3-3, c'est se sortir de la situation d'endettement excessif par un surcroît de croissance qui aux États-Unis est permis par les avantages compétitifs importants par rapport grands concurrents des États-Unis, que sont des ressources, notamment énergétiques, au sens large, extraordinaires et exceptionnelles. Et ça inclut d'ailleurs le solaire et le vent au Texas, bien évidemment, qui est un État républicain. Le gros producteur de renouvelables et de solaire, notamment. Exactement. Et ça, en tant que tel, tarif ou pas tarif, c'est un élément qui facilite énormément l'installation des entreprises mondiales aux États-Unis. À partir du moment où on a d'énergie pas chère, ça permet de faire beaucoup de choses. Rappelons-nous l'Allemagne et le gaz russe. Oui, bien sûr. En l'occurrence. Et la deuxième chose, c'est ce différentiel de croissance normatif, de potentiel de croissance très important en faveur des États-Unis par rapport à l'Europe, qui est lié structurellement à une démographie qui est beaucoup plus favorable aux États-Unis qu'elle ne l'est en Europe. Et ce qui représente un vent de dos multi-annuel pour les 10-15 prochaines années en relatif à l'Europe qui est absolument extraordinaire. Et enfin, le troisième point, la déréglementation. La culture économique et sociale aux États-Unis comprend, adhère à des périodes de déréglementation de la même façon, à des cycles de déréglementation de la même façon qu'il y a des cycles de réglementation où l'opinion publique se lasse et adopte ça. Et là, clairement, c'est un gisement de croissance qui ne coûte rien à court terme. Alors, c'est un gisement de croissance à la fois structurel, mais également un gisement de croissance avancée par rapport à son potentiel à moyen terme.
avec les risques à venir, possiblement, parce que quand on les dérégule trop, ça va souvent avec des bulles d'endettement et de surendettement. Voilà, donc, et d'ailleurs, il y a un sous-secteur aux États-Unis qui réagit très favorablement et sur lequel on est, nous, très favorables à court terme. Ce sont les banques régionales américaines, bien sûr. pour de multiples raisons sur lesquelles on pourra revenir si vous le souhaitez. Oui, c'est-à-dire qu'il y avait l'idée quand même après SVB que c'était un secteur qui méritait une couche de réglementation supplémentaire et que cette couche de réglementation supplémentaire n'aura pas lieu. Non, alors en fait, pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'il y a un petit truc technique qui est passé sous le radar de la plupart des observateurs, y compris des Américains en la matière. Ouais. C'est une garantie implicite des dépôts, en fait, par des brokers de dépôts qui partagent les dépôts automatiquement. D'accord. Pour des montants très très faibles entre plusieurs banques. D'accord. Pour aller au-delà du maximum de dépôts garantis par la FDIC. Et en fait, il y a 2 sociétés qui font ça. Et il y en a une qui est à Washington, d'ailleurs, à côté du pouvoir américain. Elles ont été bénies par les agences, par tout le monde, et par la SEC, par le gouvernement, etc., etc. Et en fait, on a de fait le risque qui a complètement disparu de on a mutualisé le risque à travers Totalement. ces 2, comme vous dites, des brokers de dépôt, c'est ça? Exactement. Okay, pour simplifier, c'est très... Okay. Et ça, alors ça existait depuis toujours, mais ça représentait dans le passé 10% des dépôts. Maintenant, ça représente 4 ou 5 fois plus. Donc en fait, le risque à la SVB n'existe plus. D'accord, de fait. De fait. Ah ouais. Et ça, c'est très important. Alors, à partir du moment où ça existe, le deuxième élément, c'est qu'aux États-Unis, vous avez énormément de petites banques régionales qui sont, comme leur nom l'indique, en région, c'est-à-dire en territoire républicain, par opposition aux grands money centers qui sont sur les côtes. Pour simplifier, New York et la Californie, pour simplifier, caricaturer. Et donc, la déréglementation dans le secteur bancaire, ça va être un outil pour accélérer la croissance. Parce que si vous abaissez les obligations en ressources rares, et en particulier en capital, mais pas seulement sur les banques, et bien les banques prêtent. Donc il y a un coût opportunité énorme. Vous dites, la question des dépôts est réglée de fait par la mutualisation des dépôts là, pour ces banques régionales à travers 2 acteurs très spécifiques. Et donc, la dérégulation qui va pouvoir avoir lieu se fera avec un risque maîtrisé. Ah mais tout à fait maîtrisé. Et je dirais directement favorable et qui contribuera directement à un des 3 objectifs du nouveau ministre des Finances, qui est encore d'améliorer légèrement la croissance à court terme. Comment on essaye de rendre compatibles ces objectifs? Alors, il y a les 3 millions de barils de pétrole à produire chaque jour en plus. Comment on atteint une croissance, un potentiel de croissance de 3%, avec l'idée qu'on va quand même réduire ou consolider la trajectoire de finances publiques, avec l'objectif gralesque de 3%. Mais c'est quoi les leviers et comment on réfléchit à la séquence aussi de mise en place des différentes mesures de Trump dans le cadre des 3-3 là, qui sont édictés par Scott Bessent aujourd'hui, Vincent? Oui, en effet, je partage l'idée que la déréglementation a tendance à stimuler la croissance à court terme et éventuellement emprunter à la croissance future, parce qu'elle génère également des nouveaux risques et des chocs futurs. On l'a vu avec la crise financière de 2008. Donc ça, ce sera un facteur positif à court terme. Après, c'est vrai que les entreprises américaines donnent un feedback à la future administration Trump en disant « Attention, il y a quand même des politiques qui pourraient être défavorables à la croissance ». Notamment une politique de droits de douane trop agressive, puisque beaucoup d'entreprises américaines importent des composants qui, on l'a vu dans le passé, quand les droits de douane augmentent, ça a tendance à rogner sur les marges. Les entreprises ne sont pas forcément en capacité de monter les prix et de faire porter le poids de cet impôt sur les consommateurs. Il y a une limite, vous dites quand même. Parce que plus de droits de douane, c'est vous opérez dans un régime protégé. On pourrait se dire,
s'il n'y a plus la concurrence internationale, les entreprises domestiques peuvent mettre les marges où elles veulent. Mais il y a quand même une limite à ça, qui est la capacité d'adaptation du consommateur final, quoi. Oui, en l'occurrence, les entreprises ont très bien traversé le choc d'inflation en montant les prix et maintenant leur marge. Mais on peut quand même s'interroger sur la capacité qu'elles auraient à reproduire ce mécanisme. C'est-à-dire qu'on attend que si vous regardez le consensus, consensus prévoit que les marges nettes vont encore monter. Elles sont déjà très hautes. Si on regarde aux États-Unis, le consensus price qu'on passerait de 13 à 14%. C'est très élevé historiquement. Mais en l'occurrence, si Trump était trop agressif en la matière, ça pourrait nuire à la profitabilité ou à la demande du consommateur in fine, qui serait impacté par la hausse des prix. Donc probablement ne pas taper trop fort à ce niveau-là, même si je n'ai aucun doute que la Chine, clairement, va être dans le viseur et va souffrir d'une politique américaine relativement agressive. Mais vous le disiez, hors Chine, il y aura quelque chose d'assez pragmatique dans l'approche de l'administration Trump et notamment de Bessent. Il a eu cette phrase à un moment de dire que l'approche Trump vis-à-vis des tarifs, il jugeait ça assez maximaliste. Voilà. Et en l'occurrence, on sait que Trump aime bien négocier et peut agiter cette menace des droits de douane pour obtenir de meilleures conditions dans les échanges. L'autre point, c'est sur lequel les entreprises se sont alertées, c'est l'immigration. Puisque l'immigration a offert une main-d'œuvre à bas prix, à faible coût pour les entreprises. Et certains secteurs, le secteur des services, par exemple la restauration, l'hôtellerie, souffrirait fortement d'un choc violent à ce niveau-là. Donc là encore, effectivement, on peut s'attendre à ce que certains immigrants soient renvoyés chez eux, mais je pense surtout que le flux d'immigration va ralentir et ne pas forcément s'inverser carrément. Donc voilà, sur certaines politiques, je pense qu'ils vont être assez pragmatiques. Il va être là pour arrondir les angles, Scott Bessent, pour élimer un peu tous les angles un peu trop saillants de la politique de Trump. Ça va être ça son job, là. Probablement. Donc, en l'occurrence, essayer de limiter le choc d'offres négatifs, qu'on constitue un choc migratoire trop important ou des hausses de droits de douane trop importants. Donc, réduire ce choc d'offres négatifs tout en essayant de maintenir le choc de demande positive, par exemple, avec la baisse des impôts. Je reviens à ce que vous disiez tout à l'heure, Gilles, et moi le premier, je le répète dans cette émission, que oui, le KPI, l'indicateur clé de performance de Donald Trump, préféré en tout cas pour facilement mettre en avant son succès permanent, c'est un indice boursier comme le Dow Jones, par exemple. Alors, je ne dis pas que c'est l'objectif de Scott Bessent, mais il y a quand même derrière Trump toujours l'idée de maximiser la valeur des marchés, la valeur du portefeuille boursier d'un Américain moyen, voire la valeur de son 60-40, parce que c'est vrai qu'en 2016, la question des taux n'était pas vraiment une question et un sujet. Aujourd'hui, c'est peut-être important aussi d'avoir à la fois une partie obligataire maîtrisée, sous contrôle, et des indices actions qui continueraient de bénéficier de ce régime d'exceptionnalisme. Oui, et alors ça va au-delà du fétichisme. Parce que de notre côté de l'Atlantique... Nvidia vient de rentrer dans le Dow Jones. Voilà. Maintenant, c'est un indice aussi un peu différent. De notre côté de l'Atlantique, on regarde ça, notamment en France, mais peut-être pas que en France, on regarde ça avec un peu de dérision, et avec, à mon avis, trop de recul. Parce que des prix d'actifs bien évalués, c'est un avantage compétitif pour le pays en question et pour les entreprises. Ça veut dire qu'elles ont une devise qui est leur titre, qui est forte. Et donc, à partir d'une devise forte, vous pouvez construire beaucoup plus de projets. Tout le monde vient vous voir, les banquiers, les entreprises que vous pouvez acheter, vous pouvez les acheter avec des titres, Unicredito et BPM, étant un exemple, alors qu'à l'inverse, un pays ou une entreprise qui a une devise très faible et dont les marchés sont très mal valorisés, eh bien, elle est dans une nasse d'un point de vue stratégique, et elle n'est pas consolidatrice, et le pays n'est pas dominant et en expansion, mais c'est l'inverse, il est potentiellement dominé et en restriction.
Bon, la réaction de marché du jour, effectivement, va dans le sens de ce qu'on disait. Le dollar un peu moins fort, des taux longs un peu moins élevés. Bon, on reste dans les purs, voilà. Mais c'est une réaction de marché qui est plutôt saine par rapport à cette nomination, cohérente par rapport à cette nomination. Elle est favorable et on a l'impression que en effet, Bessent va modérer et éliminer potentiellement les risques les plus extrêmes qu'on aurait pu anticiper, et à juste titre d'ailleurs, en regardant l'entièreté des saillies de Donald Trump. On a l'impression que il y aura peut-être un partage des rôles entre good cop et bad cop, Alors, qui pourrait être très efficace, d'ailleurs, dans des négociations. Le premier mandat, alors préparé différemment, moins bien préparé peut-être par Trump, avait vu un certain nombre de personnalités. Je me souviens du Trésor avec Steve Mnuchin, là aussi, qui venait du monde des affaires, des banques d'affaires, etc., qui avait l'oreille de Wall Street et des marchés. Bon. L'histoire, c'est pas forcément bien fini entre les deux. Là, visiblement, il y a quand même quelque chose, un lien qui a pu se créer. En tout cas, Scott Bessent endosse, bien sûr, la politique de Trump jusqu'à présent. On verra à partir du 20 janvier prochain. Qu'est-ce que ça change ? Alors, Scott Bessent, mais surtout Trump, pour les banques centrales, à commencer par la Réserve fédérale américaine. Vincent, la Fed est peut-être contente, soulagée aussi de voir Scott Bessent au Trésor. Néanmoins, elle sait que sa fonction de réaction pourra être challengée aussi par une doctrine nouvelle, économique, différente, peut-être à partir du 20 janvier prochain. Oui, alors la Fed nous a dit qu'elle n'allait pas spéculer. Non. Sur la politique économique de Trump. Et en effet, je pense qu'il faut admettre que l'incertitude avec Trump probablement a grandi, puisqu'on n'est pas sûr de savoir exactement où est-ce qu'il va placer le curseur économique. Et puis en plus, le marché a déjà tellement réagi. On a déjà eu un trade de Trump qui a quand même été extrêmement puissant sur les actions, mais aussi on voit que les spreads de crédit sont très serrés, le dollar est assez cher, ce qui, soit dit en passant, en général n'est pas très bon pour la croissance globale. Donc voilà, il y a quand même des risques importants, mais effectivement, un des risques majeurs, et je partage votre point de vue, un des risques majeurs, c'était une sorte de tantrum sur les treasuries. Ouais, crise de nerfs, la crise de nerfs des marchés. Oui, treasuries avec une forte hausse des rendements qui, on sait, peut être très déstabilisante pour les marchés globaux. Ouais. Ça, probablement, cette queue de distribution s'est un petit peu réduite aujourd'hui. Pour la Fed ne va pas spéculer. Est-ce qu'ils vont baisser en décembre ? La question se pose. Le marché price 13 points de base. Ça veut dire qu'il y a environ 50%. C'est du 50-50, baisse, pas baisse. Moi, j'ai plutôt tendance à penser que du fait des progrès sur l'inflation, même si les derniers chiffres étaient un peu moins bons, ils vont quand même baisser. Voyons le core PCE cette semaine, les prix à la consommation aux États-Unis. J'ai plutôt tendance à penser qu'ils vont baisser. Le marché price simplement entre aujourd'hui et la fin de l'année prochaine 65 points de base de baisse. Ce n'est pas beaucoup quand même. Non. Le marché n'est pas très ambitieux, donc le marché a quand même intégré l'idée que la Fed, du coup, va être beaucoup plus prudente dans sa politique de normalisation des taux. Il reste quelques baisses de taux, peut-être une poignée au mieux. Voilà. Pour la Réserve fédérale américaine aujourd'hui, dans ce qu'on imaginerait être les Trumponomics, c'est le paradigme Trump. Voilà, mais du coup, le marché est assez prudent et j'ai plutôt tendance à penser que ça limite le potentiel de hausse des rendements parce que le marché est déjà revenu assez pessimiste sur ce processus de baisse de taux. Ouais. Bon. De l'autre côté de l'Atlantique, pour la Banque centrale européenne. Je reviens d'ailleurs à ce sujet sur la séance de vendredi où on a vu des enquêtes de conjoncture, alors assez classiques dans les marchés. Les PMI, on vit tous avec, c'est tous les mois, estimation flash, deuxième estimation, etc. Bon, c'est vraiment du récurrent en termes de données d'enquête sur les marchés. Sauf que là, on n'attendait rien d'extraordinaire. Pour dire les choses, des enquêtes mauvaises, elles ont été si mauvaises qu'on a vu quand même un décrochage de l'euro-dollar très très violent. Certains, j'ai même vu passer dans des notes d'analyse, certains ont même parlé d'un flash crack de l'euro-dollar sur la publication des PMI. On perd 150 pips, ça se stabilise autour d'un 0,4, je parle de vendredi, avec Bessent qui arrive, le dollar baisse encore un petit peu, on revient à 1,05 sur le dollar, mais quand même, la réaction de marché de vendredi commence à nous dire qu'il y a une nervosité qui s'installe là autour de la capacité de la Banque centrale européenne à
déjà délivré et peut-être même délivré plus que ce qu'elle laisse entendre aujourd'hui. Oui, alors là, en revanche, le marché est très ambitieux puisque le marché price quasiment 150 points de base de baisse dans les 12 prochains mois. On est à 3,25. On est à 3,25, donc 1,75. Sous les deux. C'est quand même assez ambitieux. C'est possible, voire probable, mais c'est quand même relativement ambitieux. Ça traduit ces inquiétudes sur la conjoncture européenne. Alors, les PMI n'ont pas forcément été des excellents prédicteurs de croissance économique. Les PIB ont été un peu meilleurs. Mais ceci dit, il semble assez évident que le moral est bas, notamment dans les deux moteurs que sont la France et l'Allemagne. La France, on connaît la situation politique qui est celle qu'on vit, avec typiquement cette forte possibilité que jeudi, l'Assemblée détricote la réforme des retraites. Alors, le Sénat probablement va bloquer ça et l'abrogation probablement sera empêchée. Mais quand même, le signal n'est pas bon et c'est pas bon pour la confiance des entreprises. L'Allemagne se prépare à des élections dans un contexte politique également assez trouble. Donc voilà, et on a cette impression que malheureusement l'Europe reste un peu engluée avec des égoïsmes nationaux qui empêchent des réformes au niveau de l'Europe. Et donc dans ce vacuum politique, il n'y a pas d'autre choix que de faire reposer la responsabilité sur les épaules de la Banque centrale? Probablement. Alors, pour décembre, le marché est partagé entre 25 et 50 points de base. Là encore, c'est du 50-50. Le marché est très partagé. J'ai plutôt tendance à penser que ce sera 25 parce que les chiffres de salaire négociés la semaine dernière étaient très élevés. 5,3% sur le troisième trimestre en glissement annuel. Alors c'est dû surtout à des paiements en Allemagne qui ne se répéteront pas. Donc il ne faut pas exagérer la portée de ça, mais dans ce cadre-là, faire 50, ce serait un peu difficile. Donc je pense qu'ils vont faire simplement 25 au mois de décembre. Mais effectivement, sauf mauvaise surprise au niveau de l'inflation, évidemment, il faudra voir comment l'Europe réagit à des hausses de droits de douane éventuelles émanant des États-Unis. Peut-être pas tout de suite non plus. Voilà. Mais sauf surprise à la hausse sur l'inflation, qui me semble assez improbable, puisque le processus de désinflation est bien enclenché en Europe, la BCE va baisser ses taux de façon agressive. Bon. Donc décembre ne serait pas encore le bon moment pour faire 50. On m'a dit soit il fallait le faire au début, en partant, soit il faudra peut-être attendre un peu plus tard pour passer de 25 à 50 et attendre que la situation se dégrade encore un peu plus peut-être pour permettre à la BCE de... Je pense que la BCE va attendre des chiffres d'inflation encore un peu meilleurs. Mais effectivement... Meilleur dans le sens d'une inflation qui baisserait, c'est ça. Oui, plus basse. Mais en l'occurrence, cette prudence est peut-être coupable. Bon. Sur le spread France-Allemagne, j'ai vu, on était à 70-75 encore de manière assez standard là, ces dernières semaines. Là, moi, sur les compteurs que j'ai, on est un peu plus de 80 là, quand même. Oui. On revient dans la zone haute de la fourchette qu'on avait testée post-dissolution, si je ne dis pas de bêtises. Et pourtant, certains considèrent que l'étalon allemand a de plus en plus de plomb dans l'aile. Ouais. Donc, voilà. Donc, moi, je regarde aussi beaucoup le spread franco-italien, franco-espagnol, et qui montre que la France est passée insensiblement sur les 30 dernières années, mais quand on fait l'analyse... historique, historico-économique, eh bien, la France est un pays qui, par beaucoup d'aspects, ne fait plus partie des leaders des pays développés, et avec des conséquences sur les entreprises françaises. Ça se voit dans des ratings un peu agrégés. Alors, vous allez me dire chaque entreprise, mais ça se voit, dans les ratings agrégés GPS, des outils GPS. On a des ratings sur la France qui sont inférieurs à ceux de la zone euro. Il y a un discount structurel là, qui s'est installé. Oui, et eux-mêmes parmi les plus mauvais dans le monde. Et ça, c'est lié au fait que notre marché domestique est relativement moins dynamique que celui d'autres pays dans le monde, que le PNB par habitant évolue pas très favorablement en France, que les situations des finances publiques est dramatique, qu'on est un pays qui est incapable de se réformer. Mais ça, du coup, vous dites, ça se voit dans des ratings, vous notez des... Alors,
des entreprises, hein, j'entends bien aujourd'hui. Ça se voit. Un des arguments est de dire les entreprises cotées, c'est pas la France, et effectivement une boîte comme LVMH a plutôt tendance à faire son chiffre d'affaires en dehors de France que mais en France. Oui, mais quand vous avez quand même... Cet argument, il a ses limites aussi. Et alors, il existe. C'est vrai que c'est un argument, l'argument en défaveur des pays qui sont les moins bien... les moins bien notés en termes de finances publiques et en termes d'efficacité de leur économie et de leur compétitivité. En fait, on oublie que les pays, c'est des agrégats d'entreprises largement privées, parfois publiques également, et qu'à la fin, l'État est supporté par tout ce microcosme-là et par les individus. Et donc, si vous avez des substrats qui sont moins efficaces, plus fragiles, ça se retrouve et ça nourrit ensuite. Parce que donc, évidemment, l'argument vaut plus pour les entreprises qui sont largement domestiques. Il vaut un peu moins pour les entreprises qui sont largement exportatrices. Sauf que, quand vous avez une entreprise qui fait l'essentiel de son activité très très loin de ses racines, elle est déséquilibrée. Et le jour où vous avez un vent mauvais dans le pays domestique, quelque part, soit dans le pays domestique, parce que rien n'empêche d'augmenter la fiscalité des entreprises, soit via l'impôt sur les sociétés, soit via les taxes diverses et variées, soit tout simplement d'arrêter un processus de baisse de la fiscalité, de facilitation ou de déréglementation. Eh bien, quand vous avez vos racines dans ces pays-là, ça joue. Vous disiez tout à l'heure, Vincent, les Trump trades, c'est aller vite et fort. C'est vrai qu'en 2 semaines et demie de marché, tout s'est mis en place, j'allais dire, tel que le plan pouvait le laisser entendre. On va y revenir. Enfin, on va revenir un petit peu de ces Trump trades. Vous disiez, vous étiez même dubitatif sur la capacité d'extrapoler, de reproduire ce schéma de marché. Qu'est-ce que ça veut dire en creux, Vincent ? Est-ce que ça veut dire que malgré tout ce qu'on raconte là sur l'Europe, la faiblesse de la devise, la décote de valorisation des actions européennes, la dynamique de performance qui s'est affaiblie, est-ce qu'on trouve quand même des ressources, des arguments pour se dire tiens, c'est peut-être un moment d'être un peu contrariant aussi et de se dire que l'écart entre les US et l'Europe et l'écart même plus généralement entre les US et le reste du monde va pas non plus s'étirer jusqu'à la fracture totale, quoi. Oui. Ouais. Alors, je dirais d'abord que le trade Trump, pour moi, il date pas de 2 semaines, mais de 2 mois, puisque depuis autour du 20-25 septembre, il a commencé à remonter dans les sondages. Et donc là, le trade s'est embarqué. D'accord. Donc c'est 2 mois de Trump trades, là. Voilà, c'est 2 mois. On est déjà à 2 mois de trade Trump, je pense. De façon générale, on n'a pas voulu s'opposer au Trump trade. Et aujourd'hui encore, je ne dirais pas qu'on a un appétit très important pour s'opposer, à part sans doute sur les treasuries, où on a dit au-delà de 4,50 ou plus proche de points haut de l'année, qui était à 4,73 sur le 10 ans, on est plutôt acheteur, puisqu'on ne croit pas à cette politique du tout reflation. Très clair. Donc ça, c'est le trade qu'on est plutôt enclin à contrer. Pour le reste, je pense quand même que ça va se calmer. Effectivement, sur les actions européennes, bon, elles sont assez dramatiquement à la traîne. Si on regarde l'écart de multiples, il est très élevé d'un point de vue historique. Ouais. Après, si on corrige par certains éléments, et notamment la tendance des profits, le taux de croissance des profits, on est sur des divergences qui sont beaucoup plus faibles. Donc je ne pense pas que ce soit forcément une exagération. Mais ceci dit, on est dans le scénario central, et j'ai dit que les risques clairement augmentaient puisqu'il y avait beaucoup d'incertitudes, mais dans le scénario central, on est quand même raisonnablement optimiste sur les actions européennes dans l'année qui vient. Donc avoir des rendements de 5 à 10%, ça nous semble tout à fait envisageable, parce que les valorisations sont basses et on a quand même beaucoup de mauvaises nouvelles qui en relatif sont déjà dans les prix. Ouais. Sur l'euro-dollar, non, je pense que le biais reste à la baisse sur l'euro, même si il est faible d'un point de vue
valorisation fondamentale. On a fait quasiment 1,12 en septembre au démarrage des Trump Trades pour tomber à 1. Je prends le point bas de vendredi, on était à 1,0340, 1,0350. Ça fait quand même un gros mouvement. Est-ce que la parité, c'est une évidence, le 1 pour 1 qu'on a connu déjà en 22, ou est-ce qu'on peut y échapper à nouveau? Une évidence, je ne suis pas sûr, mais on pourrait le tester. Ah oui, d'accord. Donc c'est voilà, on l'a vu une fois. Oui, on l'a vu. J'ai pas un appétit fort pour contrer la baisse de l'euro. D'accord. Gilles, sur les positions en matière d'investissement qui peuvent paraître intéressantes aujourd'hui sur le terrain de jeu mondial, bien sûr. Alors nous, on met l'accent plus que jamais sur la nécessité et l'utilité d'une large diversification mondiale. Même quand les US raflent tout? Alors, rafle tout. Les US représentent 60% à peu près du marché mondial. Bon, mais il faut les considérer en tant que tels. Ouais. Voilà, si vous avez une allocation globale. Et donc, il y a plein de sociétés qui sont absolument fantastiques, et pas seulement dans les nouvelles technologies, mais en particulier quand même dans la tech, il faut bien le reconnaître, et qui bénéficient d'avantages compétitifs, malheureusement, qui sont inattaquables par les concurrents plus fragmentés, soit d'Europe occidentale, et qui vont être de plus en plus difficilement attaquables par les Chinois. Ça, c'est encore un autre sujet. Par contre, nous, on trouve... Donc, il y a plein de secteurs et plein de valeurs aux États-Unis qui sont intéressantes, même si le marché américain nous paraît peu attractif. Et on est autour de 1 à 2 sur 10. D'accord. Notamment pour des questions de valo, quoi. Oui, de cherté. Absolument. D'accord, très clair. Mais après, si Trump baisse encore très fortement l'impôt sur les sociétés, il faut respecter le bull market qu'on observe et qui peut, dans une certaine mesure, anticiper certaines bonnes nouvelles qui pourraient advenir. Bonne nouvelle sur les marchés des actions. Mais par contre, il faut se méfier de la zone euro, selon nous, d'une partie de la zone euro, et regarder la large Europe. L'Europe et la zone euro, c'est pas pareil. Non. Et vous avez plus la capitalisation boursière en Europe hors zone euro est très importante, donc il y a un terrain de jeu intéressant. Et enfin, certains émergents continuent d'être intéressants selon nous. Merci beaucoup, messieurs. Merci d'avoir été les invités de Planète Marché ce soir. Gilles Bazissière, président d'Equity GPS, et Vincent Chéniaud, directeur de la recherche de Generali Investments. Le dernier quart d'heure de Smart Bourse, chaque lundi, c'est le quart d'heure américain. Nous retrouvons en visioconférence notre correspondant américain, Pierre-Yves Dugas. Bonsoir Pierre-Yves, merci beaucoup d'être avec nous. Donc la planète finance, la planète marché n'a plus que le nom de Scott Bessent au bord des lèvres. Il a été choisi pour être le secrétaire du Trésor américain de la future administration Trump. Il fait partie des noms qui ont circulé de manière très insistante au cours des derniers jours et des dernières semaines. On a pu, pour certains d'entre nous, commencer à anticiper un peu sa nomination en se penchant sur le profil de Scott Bessent. Qui est-il? Et est-il, comme les Américains ou les Anglo-Saxons aiment l'appeler, l'adulte dans la pièce, Pierre-Yves? Il a tous les éléments pour être l'adulte dans la pièce. C'est indiscutable, et c'est d'ailleurs pour ça que les marchés réagissent bien aujourd'hui, en particulier le marché obligataire. On voit l'or chuter également. Il y a un soupir de soulagement, même si son nom était anticipé. Ça n'était pas le seul en lice. Personnellement, j'aurais préféré Kevin Warsh, mais il était trop mainstream. Je pense qu'on reparlera de Kevin Warsh pour succéder à Jérôme Powell d'ici un an. Ça, le deal entre Trump et Warsh, Pierre-Yves? C'est possible. Scott Bessent a suggéré il y a quelques mois de créer, pour embarrasser Jérôme Powell, une espèce de poste virtuel de shadow Fed Governor. Oh là là. Où le président Trump aurait annoncé à l'avance que le successeur de Jérôme Powell serait Kevin Warsh. À partir de là, tout le monde se serait mis à écouter Kevin Warsh et plus personne n'aurait écouté Jérôme Powell. Finalement, Scott Bessent a changé d'avis. Il pense que c'est une mauvaise idée. Peut-être parce que d'abord c'est une mauvaise idée, peut-être aussi parce que la Réserve fédérale s'est engagée dans des baisses de taux, à un rythme qui maintenant est remis en question, mais enfin baisse tout de même, et que c'est toujours le sens dans lequel
Donald Trump souhaite voir évoluer les taux d'intérêt. Non, la grande question, c'est est-ce que dans cette pièce, s'il est l'adulte, il ne sera pas le seul, et est-ce que le président Trump l'écoutera? Et nous en parlions il y a quelques minutes avec vos invités. Il y a la possibilité de désaccord entre Howard Lutnick, qui est un super secrétaire au commerce, enfin qui est appelé à l'être en tout cas, et Scott Bessent, qui a certes son mot à dire dans les négociations commerciales, qui a une position très visible dans la diplomatie économique et commerciale des États-Unis, mais qui n'est pas l'homme qui va décider du niveau des taux d'intérêt. Je note que tout ce que je lis depuis quelques heures me porte à croire que les Chinois sont rassurés, parce que visiblement, ils craignaient que Donald Trump nomme un fou furieux au Trésor qui instantanément apporterait sa bénédiction à de très forts relèvements de droits de douane. Je pense que Scott Bessent, s'il est fidèle au discours qu'il a tenu au cours des derniers mois, est quelqu'un qui pense que les droits de douane sont un très bon moyen d'engager des négociations et d'extorquer des concessions de la part des partenaires des États-Unis, plutôt que les droits de douane sont une fin en soi, en raison des recettes fiscales qu'ils apportent, et en raison de cette tentation isolationniste, protectionniste, souverainiste de l'aile MAGA du Parti républicain. C'est-à-dire, il y a deux manières de le voir. Soit on le voit effectivement comme un adulte dans la pièce, un garde-fou, quelqu'un qui va essayer, alors comme disent les investisseurs, d'éliminer les risques extrêmes, les tail risks, qui pourraient être générés par une application un peu trop maximaliste des Trumponomics, soit on peut se dire aussi qu'il pourrait faire office de fusible assez vite si jamais les choses n'allaient pas dans le sens d'un Donald Trump soutenu par Howard Lutnick comme représentant au commerce. Le problème, c'est que quand on demande à Scott Bessent de s'en aller, on envoie un très mauvais signal au marché si on l'y remplaçait par quelqu'un qui s'aplatira devant les partisans de la guerre commerciale. Je crois que le véritable adulte dans la pièce, ce peut être Scott Bessent, d'abord parce qu'il est adulte, il a une grande connaissance de l'international, mais c'est surtout le porte-parole du véritable adulte qui est le marché obligataire. Et les marchés d'actions aussi indirectement. Et que si Scott Bessent nous dit, si on fait ça, Wall Street va plonger, les rendements obligataires vont s'envoler, le dollar va plonger, etc. Voilà, Je pense Trump que écoutera. Trump va écouter. Ouais. Je répète beaucoup depuis quelques jours, Pierre-Yves, mais je soumets ça à votre sagacité, votre contrôle même. Je répète beaucoup depuis quelques jours qu'il ne faut pas oublier que Trump, le Trump de 2016, mais le Trump sans doute d'aujourd'hui, avait un indicateur de performance qu'il aimait bien mettre en avant en permanence pour vanter son succès, c'était le Dow Jones. On en pense ce qu'on veut, mais est-ce que le Trump qu'on retrouve aujourd'hui reste le Trump de ce point de vue-là de 2016 ? Est-ce que la maximisation du portefeuille boursier de l'américain moyen ou du 60-40 de l'américain moyen, est-ce que ça fait partie de la feuille de route de Scott Bessent aujourd'hui ? Probablement. Pour vous, je ne vous l'apprendrai pas, mais je pense que pas mal de gens qui nous écoutent seront un petit peu surpris. Il est arrivé à plusieurs reprises au cours de la campagne électorale de ces derniers mois à Donald Trump de commencer ses discours dans ces stades où il avait l'habitude de faire ses meetings électoraux par « Comment se porte votre 401k ?» Le 401k, c'est une allusion à l'article du Code des impôts, c'est le compte d'épargne par capitalisation des salariés ou des travailleurs indépendants américains. C'est l'instrument de mesure du patrimoine que l'on met de côté pour prendre sa retraite. C'est très important pour la classe moyenne américaine et pas simplement pour la classe moyenne supérieure. Quand le 401k des Américains plonge, ils ont moins envie d'acheter des voitures, ils ont moins envie de partir en vacances, ils ont moins envie d'aller au restaurant. Le 401k est un des indicateurs, c'est bien entendu corrélé avec le Dow Jones,
Mais c'est un moyen pour Donald Trump de rappeler aux Américains qui ont de l'épargne en bourse que ces politiques vont leur faire du bien. Bon, un autre nom qu'il faut retenir en ce lundi, Pierre-Yves, c'est celui de Lori Chavez DeRemer, qui est donc la personne qui a été choisie par Trump pour diriger le département du travail. Alors là, c'est un mystère. C'est un mystère parce qu'elle est tellement à gauche qu'on se demande si Donald Trump ne s'est pas trompé de ligne en annonçant sa nomination. Qui est-elle ? Elle vient de perdre les élections dans le faubourg de Portland, Oregon, où elle souhaitait voir son mandat de représentante républicaine de Portland renouvelé. Donc elle n'est restée que 2 ans au Congrès. C'est une des 3 républicaines, seulement une des 3 républicaines contre 215 démocrates, qui a soutenu un projet de loi qui est véritablement la meute des loups dans la bergerie, du point de vue du business américain. De quoi s'agit-il ? Il s'agit, nous en avons souvent parlé ici, d'un projet de loi qui s'appelle Pro 2023, qui consiste à imposer au niveau fédéral une autorisation complète du monopole syndical dans l'embauche et dans les négociations de salaire. Il y a 26 États américains qui interdisent ce système, beaucoup dans le sud des États-Unis. Ce projet de loi, entre autres, effacerait cette exception qui a considérablement favorisé l'investissement industriel en affaiblissant le syndicalisme. Et cette personne est maintenant appelée à diriger le département du travail. On se demande si ça n'est pas un exemple de Richard Nixon qui va serrer la main de Mao Tse-tung en Chine. On se demande si ça n'est pas simplement d'abord un remerciement adressé aux syndiqués américains qui ont beaucoup plus que d'ordinaire voté pour Trump, et si ce n'est pas la main tendue au mouvement syndical pour essayer d'améliorer les relations entre le patronat et les syndicats, et si ce n'est pas non plus un moyen de fidéliser les cols bleus dans la perspective des prochaines élections présidentielles, et où dans ce cas-là, J.D. Vance, vice-président, serait bien entendu le favori de l'investiture. J.D. Vance qui est très marqué par son origine de col bleu. Si vous avez lu son livre, si vous ne l'avez pas lu, je vous conseille vraiment de le lire. Achetez-le, offrez-le à vos amis pour Noël. C'est un livre exceptionnel, mais qui raconte la misère des gens dans des régions pauvres qui se sont appauvris encore avec l'effondrement de l'activité industrielle. Et J.D. Vance est quelqu'un qui peut parler au monde ouvrier. Et cette sélection de Lori Chavez DeRemer à ce poste du département du travail est assez curieuse, mais mal à l'aise beaucoup d'élus républicains traditionnels, en particulier au Sénat, mais montre que la version populiste du Parti républicain qu'a imposé Donald Trump ne va pas aussi facilement que ça redevenir une version réganienne, disons. Merci beaucoup pour cet éclairage toujours aussi précieux, Pierre-Yves, en cette période de nomination au sein de l'administration Trump. Pierre-Yves Dugas, notre correspondant américain que nous retrouvons chaque lundi en direct, si vous nous suivez dans Smart Bourse à partir de 17h. Le quart d'heure américain, c'est à 17h45. Sinon, bien sûr, à consommer sans modération en replay sur bismart.fr ou encore en podcast à l'heure qu'il vous plaira sur l'ensemble de vos plateformes préférées.